Juliette claqua la porte de la maison familiale avec une force qui fit trembler les murs centenaires de leur appartement parisien. « Sors d'ici. Petite perverse !» hurla sa mère, les yeux rougis par la rage et les larmes, tandis que son père, immobile, fixait le sol comme si la honte l'avait cloué sur place. À 12 ans, Juliette se retrouva seule sur le trottoir froid. Un sac à dos rempli de vêtements froissés et un cœur brisé par la découverte qu'aimer une fille de sa classe était un crime impardonnable. Elle erra pendant des jours dans les rues de Paris, dormant sous les ponts, mendiant pour un bout de pain. La faim la rongeait, mais c'était la solitude qui la dévorait le plus. Un soir, alors qu'elle fouillait dans une poubelle près de la Seine, un policier l'interpella. Au lieu de l'arrêter, il l'emmena dans un foyer pour mineurs. Là, on lui apprit que ses parents avaient renoncé à elle. « Ils disent que tu es une anomalie », murmura l'assistante sociale, les yeux emplis de pitié. Juliette pleura jusqu'à l'épuisement, se jurant de ne plus jamais faire confiance à quiconque. Les mois suivants furent un tourbillon de foyers et d'écoles temporaires. À 13 ans, elle fugua vers le sud, attirée par les récits de liberté en Espagne. Le train clandestin la déposa à Barcelone, où les rues pavées et les odeurs de paella lui parurent un monde nouveau. Mais la réalité était cruelle, elle dormait dans des parcs, volait des fruits sur les marchés, et évitait les regards insistants des passants. Un jour, affamée, elle s'effondra devant une villa luxueuse sur les hauteurs de la ville. C'est là qu'elle rencontra Émilie. Émilie Moreau était une femme d'affaires française expatriée, une millionnaire qui avait fait fortune dans l'immobilier en Espagne. À 35 ans, elle vivait seule dans une maison surplombant la mer Méditerranée, entourée de tableaux de Picasso et de bouteilles de vin millésimées. Ce matin-là, en sortant pour son jogging quotidien, elle trouva Juliette évanouie sur le trottoir. Sans hésiter, elle la porta à l'intérieur, appela un médecin, et veilla sur elle pendant des heures. Quand Juliette se réveilla, elle vit une femme aux cheveux noirs coupés courts, aux yeux bleus perçants, qui lui tendait un bol de soupe. « Qui es-tu, petite ?» demanda Émilie d'une voix douce, teintée d'un accent parisien. Juliette raconta son histoire en sanglots, omettant les détails les plus douloureux. Émilie écouta, le cœur serré. Elle-même avait fui la France des années plus tôt pour des raisons similaires, une famille conservatrice qui l'avait rejetée pour son amour envers les femmes. « Je ne te laisserai pas retourner dans la rue », déclara-t-elle. Elle proposa à Juliette de rester, en échange de petites tâches ménagères. C'était le début d'une relation qui allait transformer leur vie. Les premiers mois furent magiques. Émilie apprit à Juliette l'espagnol, l'emmena visiter la Sagrada Familia, et lui offrit des vêtements neufs. Juliette, avec ses cheveux châtains mi-longs et ses yeux vert curieux, s'épanouissait sous son aile. Elle passait des soirées à discuter de littérature française, Proust, Colette, des auteurs qui parlaient d'amour interdit. Émilie, avec son élégance naturelle et son charisme, devenait une figure maternelle, mais quelque chose de plus profond naissait. Juliette admirait sa protectrice, sentant un frisson quand leurs mains se frôlaient. Pourtant, des ombres planaient. Émilie avait un passé compliqué, une ex-amante, Sofia, une Espagnole jalouse qui rôdait encore autour d'elle. Sofia, une artiste peintre de 30 ans aux cheveux longs et au tempérament fougueux, n'avait pas digéré leur rupture. Elle envoyait des lettres anonymes, accusant Émilie de manipuler les jeunes filles vulnérables. Juliette les découvrit un jour en rangeant le bureau. Émilie,
Qui est Sophia? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Émilie pâlit. Une erreur du passé? Répondit-elle évasivement. À 14 ans, Juliette commença à ressentir des sentiments confus. Lors d'une promenade sur la plage de Barceloneta, sous un coucher de soleil orangé, elle prit la main d'Émilie. « Je t'aime », murmura-t-elle, les joues rougissantes. Émilie retira sa main doucement. « Tu es trop jeune, Juliette. » C'est de la gratitude, pas de l'amour. Mais dans ses yeux, il y avait un éclat de désir refoulé. Cette nuit-là, Juliette pleura seule dans sa chambre, se rappelant le rejet de ses parents. Les années passèrent. À 16 ans, Juliette était devenue une jeune fille éblouissante, étudiant dans un lycée privé financé par Émilie. Elles voyageaient ensemble, Madrid, Séville, où les flamencos résonnaient comme des cœurs battants. Émilie, approchant la quarantaine, luttait contre ses sentiments. « Je ne veux pas te corrompre », se disait-elle. Mais lors d'une fête à la villa, après trop de sangria, leurs lèvres se frôlèrent dans un baiser volé. Le monde s'arrêta. « Pardonne-moi », murmura Émilie en s'écartant. Le conflit intérieur d'Émilie grandissait. Sophia réapparut, menaçant de révéler leur relation naissante à la presse. « Tu profites d'une enfant », accusa-t-elle. Émilie, paniquée, distança Juliette. « C'est pour ton bien ?» expliqua-t-elle. Juliette, blessée, se rebella, elle sortit avec des amis. Flirta avec une fille de son âge pour provoquer Émilie. La jalousie s'installa, créant des tensions explosives. Un soir, lors d'une dispute violente, Juliette cria « Tu m'as sauvée pour me rejeter comme les autres ?» Émilie, les larmes aux yeux, avoua « J'ai peur de te perdre ». Elles s'embrassèrent enfin, passionnément, sous les étoiles espagnoles. Leur amour fleurit en secret, des nuits volées, des promenades main dans la main dans les ruelles de Gracia. Juliette découvrait le plaisir, Émilie la tendresse oubliée. Mais la trahison guettait. Sophia, rongée par la vengeance, contacta les parents de Juliette, restés en France. Elle leur envoya des photos volées du couple. Les parents, repentis ou manipulateurs, débarquèrent à Barcelone. « Nous voulons te ramener à la maison », dirent-ils à Juliette, feignant le regret. Émilie, terrifiée, les affronta, « Vous l'avez jeté dehors. » Juliette, déchirée, choisit Émilie. Mais la presse s'empara de l'histoire, millionnaire française séduit une mineure. Les ragots enflammaient les réseaux. Émilie perdit des contrats. Juliette subit le harcèlement à l'école. Leur relation vacilla sous la pression. Au milieu du chaos, Juliette et Émilie se réfugièrent dans une petite maison à la campagne andalouse, loin des regards indiscrets. Les oliviers centenaires et les collines dorées offraient un répit temporaire. Là, elles redécouvrirent leur amour, des pique-niques au soleil, des lectures partagées de Simone de Beauvoir, des caresses tendres qui guérissaient les blessures. « Nous contre le monde », murmura Juliette un soir, blottie contre Émilie. Pourtant, la trahison de Sophia n'était que le début. Émilie cachait un secret plus sombre. Des années plus tôt, elle avait été impliquée dans une affaire financière douteuse pour sauver son entreprise. Sophia, qui en savait trop, menaça de tout révéler si Émilie ne rompait pas avec Juliette. Choisie,
ta fortune ou cette gamine? Écrivit-elle dans un message anonyme. Émilie, acculée, commis l'erreur fatale. Elle rencontra Sofia en secret pour négocier. Juliette, suspicieuse, les suivit et les vit s'embrasser un baiser forcé, mais qui sembla réel aux yeux de la jeune fille. Le cœur brisé, Juliette rentra en larmes. Traîtresse, hurla-t-elle à Émilie ce soir-là. Émilie tenta d'expliquer, c'était pour nous protéger. Mais Juliette, aveuglée par la douleur, partit. Seule à nouveau, Juliette erra dans Séville, dormant dans des auberges bon marché. À 18 ans maintenant, elle travaillait comme serveuse dans un bar flamenco, où les guitares pleuraient comme son âme. Elle rencontra Maria, une danseuse espagnole de 20 ans aux yeux noirs et au sourire envoûtant. Maria l'attira dans une romance éphémère, mais Juliette ne pouvait oublier Émilie. L'amour vrai ne s'efface pas, confia-t-elle à Maria une nuit. Pendant ce temps, Émilie sombrait. Elle perdit des millions dans des investissements ratés, hantée par le regret. Elle chercha Juliette partout, engageant des détectives. Quand elle la trouva à Séville, elle se présenta au bar, élégante mais brisée. Je t'ai trahi pour te sauver, mais j'ai tout perdu sans toi, avoua-t-elle. Juliette, les yeux emplis de larmes, la repoussa d'abord. La confiance est brisée. Leur confrontation culmina lors d'une nuit de festival. Sous les feux d'artifice, Émilie s'agenouilla, « Épouse-moi. » Juliette. Laisse-moi réparer. Mais Juliette, encore blessée, refusa. Elle rentra en France pour affronter ses parents. À Paris, elle les trouva changés, le père malade, la mère repentie. Nous avons eu tort, admit-elle. Juliette pardonna, mais choisit de ne pas rester. De retour en Espagne, elle apprit que Sofia avait été arrêtée pour chantage. Émilie, ruinée mais libre, l'attendait à Barcelone. Leur réunion fut émouvante, dans la villa vide. Elles s'embrassèrent comme au premier jour. Nous reconstruirons ensemble, promit Émilie. Les mois suivants furent une renaissance. Juliette, maintenant étudiante en littérature, écrivit un roman inspiré de leur histoire. Émilie vendit ses derniers biens pour ouvrir un refuge pour jeunes LGBT rejetés. Ensemble, elles aidèrent des dizaines d'adolescents, transformant leur douleur en espoir. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Juliette reçut une offre d'études à Paris, une bourse prestigieuse. C'est mon rêve, dit-elle à Émilie. Celle-ci, craignant la distance, hésita. Et nous, demanda-t-elle. Juliette répondit, l'amour vrai supporte l'éloignement. Elle partit. Mais les appels nocturnes et les visites maintenaient la flamme. À 20 ans, Juliette revint pour les vacances. Plus mature. Elles passèrent des jours idylliques à Majorque, où les eaux turquoises reflétaient leur passion. Mais un soir, Émilie avoua une rechute, elle avait flirté avec une ancienne associée pour un contrat. C'était rien, jura-t-elle. Juliette, dévastée. Vie rouge. Toujours la même trahison, cria-t-elle. Elles se disputèrent violemment, des mots durs fusant comme des poignards. Émilie partit en claquant la porte, laissant Juliette seule avec ses doutes. Le lendemain, un accident changea tout. Émilie, conduisant sous l'émotion,
heurta un arbre. Hospitalisée. Elle appela Juliette. Viens. S'il te plaît. Juliette accourut. Terrifiée. À l'hôpital. Elle trouva Émilie bandée mais vivante. Je ne peux pas vivre sans toi, murmura Émilie. Juliette, en larmes, répondit, moi non plus. Cette épreuve les unit plus que jamais. Elles décidèrent de se marier en Espagne, où le mariage gay était légal. La cérémonie fut intime. Sur une plage andalouse, avec des amis et des rescapés du refuge comme témoins. Juliette, en robe blanche fluide, et Émilie en tailleur crème, échangèrent des vœux émouvants. Du rejet à l'amour. Tu m'as sauvée, dit Juliette. Leur vie commune fut un mélange de joie et de défis. Juliette publia son livre, qui devint un best-seller, sensibilisant sur les discriminations. Émilie rebâtit sa fortune modestement, se concentrant sur des projets humanitaires. Des années plus tard, à 25 ans, Juliette et Émilie vivaient une routine harmonieuse à Barcelone. Leur maison, plus modeste mais chaleureuse, abritait des souvenirs, photos de voyage, livres annotés, et un jardin où elles cultivaient des roses françaises. Leur amour avait mûri, passant de la passion fougueuse à une tendresse profonde. Pourtant, le passé ressurgit. Les parents de Juliette, apprenant son mariage par la presse, envoyèrent une lettre, nous voulons te voir. Juliette, après hésitation, accepta. À Paris, la réunion fut tendue. Sa mère pleura, nous étions ignorants. Son père, affaibli, murmura, pardonne-nous. Juliette, émue, pardonna, mais garda ses distances. Mon foyer est avec Émilie, déclara-t-elle. De retour, elle trouva Émilie distante. Qu'est-ce qui ne va pas, demanda-t-elle. Émilie avoua, j'ai peur que tu me quittes pour une vie normale. Juliette rit tendrement, notre vie est extraordinaire. Un nouveau défi apparut, elles décidèrent d'adopter. En Espagne, c'était possible pour les couples homosexuels. Elles choisirent une petite fille de 10 ans, orpheline, nommée Anna. Anna, avec ses boucles brunes et son regard timide, rappelait à Juliette son propre passé. Les premiers mois furent chaotiques, crise de larmes, adaptation scolaire. Mais l'amour triompha. Émilie, maternelle, apprit à Anna le français, Juliette lui raconta des histoires d'héroïnes fortes. Sophia, sortie de prison, réapparut comme un fantôme. Elle contacta Juliette anonymement, Émilie te trompe encore. Avec des photos truquées. Juliette, méfiante, confronta Émilie. C'est du passé, s'exclama celle-ci. Mais le doute s'installa, menant à des nuits blanches. Le climax arriva lors d'une soirée gala pour le refuge. Sophia s'invita, ivre, et accusa publiquement Émilie de manipulation. Elle t'a acheté avec son argent, hurla-t-elle. La salle fut choquée. Juliette, défendant son amour, répondit, c'est toi la jalouse. L'amour n'est pas à vendre. Émilie, humiliée, quitta la fête. Seule avec Anna, Juliette réfléchit. Elle comprit que la trahison n'était pas d'Émilie, mais des ombres du passé. Elle la rejoignit sur la plage, où Émilie pleurait. Je t'aime malgré tout, dit Juliette.
Elles s'embrassèrent, renforcées. Leur famille s'agrandit spirituellement. Le refuge devint un centre réputé, aidant des jeunes de toute l'Europe. Juliette écrivit un deuxième livre, un mémoire sur la résilience. Émilie, à 45 ans, trouva la paix en mentorant. Mais la vie réserva une épreuve finale. Émilie fut diagnostiquée avec un cancer du sein. Les traitements étaient épuisants, chimio, radiation. Juliette veilla jour et nuit, tenant sa main. Tu m'as sauvée une fois, maintenant c'est mon tour, murmura-t-elle. Anna, adolescente, aida aussi, montrant une maturité touchante. Pendant les mois sombres, leur amour brilla. Des promenades lentes dans le parc Güell, des rires forcés pour masquer la peur. Émilie, amaigrie mais déterminée, écrivit des lettres d'amour à Juliette. Ma vie a commencé avec toi. La rémission vint comme un miracle. Émilie guérit. Changée. La vie est précieuse, dit-elle. Elles voyagèrent en France, visitant Paris ensemble pour la première fois. Là, Juliette présenta Émilie à ses parents, qui les acceptèrent enfin. De retour en Espagne, elles célébrèrent leur anniversaire de mariage. Une fête intime avec Anna et des amis. Sous les étoiles, Émilie murmura « Merci d'avoir cru en nous ». Leur histoire inspira beaucoup. Juliette devint conférencière, parlant de tolérance. Émilie fonda une fondation pour les droits LGBT. Pourtant, dans l'intimité, c'était leur lien qui comptait. Des matins paresseux, des dîners romantiques, des regards complices. L'amour, forgé dans le feu, était indestructible. À 30 ans, Juliette regardait en arrière avec gratitude. Leur vie à Barcelone était un havre. Anna, maintenant 15 ans, excellait à l'école, fière de ses deux mères. Émilie, à 50 ans, rayonnait de santé, gérant la fondation avec passion. Un jour, une lettre anonyme arriva. Sophia. Encore. Je regrette tout. Juliette et Émilie décidèrent de la rencontrer. Dans un café, Sophia, vieillie et repentie, s'excusa, la jalousie m'a détruite. Elles pardonnèrent, fermant le chapitre. Leur amour évolua en une complicité profonde. Des vacances en Provence, où les lavandes rappelaient la France natale. Là, elles renouvelèrent leurs vœux. Sous un ciel azur. Anna, curieuse de ses origines, demanda à Juliette son histoire. J'ai été rejetée. Mais l'amour m'a trouvée, raconta-t-elle. Anna, émue, promit, je serai toujours là pour vous. Les années passèrent en douceur. Juliette publia un troisième livre, un roman lesbien acclamé, inspiré de leur vie. Émilie, retraitée, se consacra à l'art, peinture, sculpture, exprimant leurs émotions. Un soir d'été, sur la terrasse, Émilie prit la main de Juliette. Malgré les trahisons, les douleurs, nous avons gagné. Juliette répondit, parce que l'amour est humain. Imparfait mais vrai. Leur fin fut paisible. À 80 ans, Émilie s'éteignit dans les bras de Juliette, entourée d'Anna et de leurs petits-enfants adoptifs. Juliette, veuve mais sereine, continua leur œuvre jusqu'à son dernier souffle. Leur legs,
Un monde plus tolérant, où l'amour triomphe des préjugés. Une histoire de résilience, d'humanité, gravée dans les cœurs.